Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une lecture linéaire sur l'acte 2, scène 5 de l'œuvre On ne badine pas avec l'amour. Alfred de Musset, figure du romantisme, explore dans On ne badine pas avec l'amour les contradictions du cœur et le jeu entre parole et sentiment. La pièce écrite en 1834 met en scène Camille et Perdiccas, deux êtres qui sont destinés à s'aimer mais que l'orgueil et la peur séparent. Un peu plus tôt dans la scène 5 de l'acte 2, Camille s'écrie je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel. Elle se montre alors assoiffée d'amour, mais redoute la trahison, rejetant les faiblesses de l'amour humain. Elle fait le choix de l'amour divin. Dès lors, une question traverse toute la pièce entre amour divin et amour humain. Lequel est le plus authentique, le plus sincère? Dans le passage étudié qui marque un tournant dramatique, Camille, effrayée par la colère de son cousin, assiste à l'explosion de son désespoir et Perdiccas, abandonnant tout badinage, il livre un réquisitoire violent contre les nonnes et un plaidoyer en faveur de l'amour humain. À présent, je vais procéder à la lecture du texte. Vous me faites peur, la colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est des nonnes, malheureuses filles? Elles qui te représentent, l'amour des hommes comme un mensonge. Savent-elles qu'il y a pire encore le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Ah, comme elles t'ont fait la leçon. Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues. Me refuser un baiser de frère. Mais ton cœur a battu. Il a oublié sa leçon. Lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe. Où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie. Mais dis-leur cela de ma part, le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille. Retourne à ton couvent, et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de franges. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit c'est moi qui ai vécu et non pas un être factrice créé par mon orgueil et mon ennui. Il sort. Face à la résistance de Camille, comment Perdiccas jusqu'à euh, là et moqueur tente-t-il de la convaincre et de défendre sa propre vision d'un amour humain imparfait. Nous verrons ainsi que cette tirade s'organise en 4 mouvements. Le premier, un réquisitoire sévère contre le couvent. Le deuxième, un plaidoyer romantique. Troisième, dénoncer le grotesque dans le monde. Et enfin, défendre un amour imparfait mais sublime. Alors, dans le premier mouvement, un réquisitoire sévère contre le couvent, la réplique de Camille est une didascalie interne. Elle indique implicitement le ton de Perdiccas. La colère vous prend aussi. Le sujet vous me faites peur est suivi d'un autre sujet, la colère vous prend, pratiquement allégorique. Le début du discours est une question rhétorique. Sais-tu que c'est que des nonnes? Ensuite, les trois questions commencent par le verbe savoir. Sais-tu? Savent-elles? Savent-elles en s'adressant directement aux nonnes? En utilisant des, il généralise, il associe les nonnes au péché. C'est un paradoxe, c'est-à-dire une opinion inverse. On peut également remarquer leur attitude manipulatrice et dénoncée par les verbes de parole représentant comme, chuchoter. Et donc, il utilise les ressources de la rhétorique pour faire une véritable énonciation. Perdiccas, il a de la pitié et méprise Camille avec malheureuse fille. C'est une condescence. Ensuite, on assiste à un chiasme ABBA. L'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pire encore le mensonge, l'amour, avec amour et mensonge qui met du coup en parallèle une opposition entre deux types d'amour, l'amour des hommes et l'amour divin. Et du coup, c'est la thèse de Perdiccas. Il dit que les nonnes n'ont rien de sacré, elles adressent leurs paroles de femme à une vierge, lui faisant perdre son innocence, et marque le fait qu'elle n'a pas d'expérience avec les hommes. Également le mot crime qui est une accusation très très forte.
Comme elles t'ont fait la leçon, comme j'avais prévu, on peut voir une anaphore où Perdiccas il dénonce le discours des nonnes pour mieux affirmer son propre point de vue, impergné de romantisme. Lors du deuxième mouvement, un plaidoyer romantique, le réquisitoire laisse place à un plaidoyer sentimental où Perdiccas il évoque leur enfance, c'est-à-dire le passé. Il y a le passage de l'imparfait dans trois propositions juxtaposées. Euh, Tu voulais, tu ne voulais pas, tu reniais. Et les adjectifs pauvre, petite, qui qualifie La Fontaine, peuvent désigner des enfants. Le discours de Perdiccas imprégné par une vision romantique de la nature, ce bois, sur l'herbe où nous voilà. C'est aussi des décors évoqués par des démonstratifs, qui montrent la précision. On peut constater la personnification de la pauvre petite fontaine qui est symbolique car l'eau elle représente la pureté. Par la suite, l'innocence d'abord est soulignée par le baiser de fort que lui a refusé Camille. Et la sincérité de l'enfance, elle s'oppose au masque de plâtre que les sœurs qui ont plaqué sur les joues de Camille. La métaphore de masque désigne donc la tromperie, la froideur, l'indifférence, etc. Mais elle fait appel au cœur de Camille, c'est-à-dire il y a une métonymie. Ton cœur abattu, il a oublié sur sa leçon, ligne 10. L'utilisation du passé composé montre la perte d'innocence et afin de faire tomber ce masque, Perdiccas il reprend le point de vue de Camille avec de l'ironie. L'interrogation est bien marque le retour au réquisitoire contre les nonnes et l'ironie de Perdiccas fonctionne par une anti-phrase. Les mots exprimés expriment l'inverse de ce qu'on pense. Elles ont bien parlé, elles t'ont mise dans le vrai chemin. Après, Perdiccas dit il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie. C'est une sorte de déclaration envers Camille, surtout quand il dit ce qui montre ce qui montre que c'est son seul bonheur, donc en parlant de Camille. L'impératif adresse le message aux nonnes, dis-leur cela de ma part. La négation et la troisième personne sont une provocation. Le ciel n'est pas pour elle. Il ne s'adresse même plus à Camille. Voilà pourquoi Camille, elle insiste sur les personnes. Ni pour moi, n'est-ce pas? Le dialogue est compromis puisque les deux personnages en colère et orgueilleux s'éloignent de la sincérité attendue l'un de l'autre par fierté. Et du coup, ils assument pas. En ce qui concerne le troisième mouvement, c'est-à-dire dénoncer le grotesque du monde, sans répondre à la question de Camille, le terme adieu montre une rupture. L'impératif retourne à ton couvent. Il dénonce le monde de Camille. Perdiccas, il utilise une métaphore. Camille a été empoisonnée par des récits hideux. Chacun pense que l'autre été, a été privé par le monde qu'il a fréquenté, les nonnes pour Camille, les libertins pour Perdiccas. Ensuite, Perdiccas il propose une véritable mise en scène, une réplique à l'impératif. Réponse que je vais te dire. Ensuite, il fait la description tellement forte de la femme et de l'homme qu'on imagine la scène et c'est une mise en abîme du coup. Le discours est construit comme un tableau en deux parties. Un sur les hommes, tous les hommes sont, etc. Et un sur les femmes, toutes les femmes sont. Avec l'utilisation du présent de vérité générale, ça donne une portée universelle et généralise donc. Pour les hommes, les adjectifs se succèdent de plus en plus violemment. Menteur, inconstant, faux, orgueilleux ou lâche. C'est une gradation qui renforce le ton accusateur. Pour les femmes, Perdiccas joue avec les sons, l'allitération en F et la répétition des terminaisons en E. En euse, il en faut une caricature. Il en fait une caricature de la femme pécheresse, celle qu'on critique dans les serments religieux. Et Perdiccas, lors de ce mouvement, il se moque du discours religieux et montre le ridicule de leur jugement sur les hommes et les femmes.
La négation que réduit le monde entier à cette description. La métaphore des égouts euh, et une hyperbole avec le lexique du dégoût, égout, frange, euh, etc. Rampent et se tordent. Les superlatifs participent à l'exagération, sans, je cite, sans fond, les plus informes. On y reconnaît donc le grotesque. Le mais introduit l'antithèse. Il est possible d'être sauvé par l'amour humain. Les adverbes s'y renforcent les adjectifs. Imparfait contrastant avec le sublime. Le vocabulaire est propre au romantisme, sainte et sublime. Il n'est pas religieux, mais correspond à la vision idéalisée de l'amour terrestre. Enfin, pour le quatrième mouvement, défendre un amour imparfait mais sublime. Le pronom indéfini on et le présent de vérité générale forment un proverbe. On est souvent trompé. Et la forme passive sous-exprimée de complément d'agent, donc qui montre les risques de l'amour d'une manière générale. Le rythme ternaire trompé, blessé, malheureuse insiste sur les souffrances de l'amour. L'anaphore de l'adverbe souvent est une condition qui est donc pas d'amour sous souffrance. Le bien d'opposition mais introduit une nouvelle antithèse qui est à la voix active on aime. La subordonnée circonstancielle quand on est sur le bord de la tombe et le passé composé j'ai aimé exprime un amour terrestre qui n'est pas éternel. Ensuite, c'est moi qui ai vécu et non pas un être factrice créé par mon orgueil et mon ennui. Perdican, il essaye de faire culpabiliser Camille et la faire regretter sur son choix. En conclusion, cette scène est longue car elle montre en détail deux façons différentes de voir l'amour. On passe d'un ton léger et comique quand Camille plaisante avec le baiser à des paroles dures et sérieuses. Ces deux visions ils viennent de ce qu'ils ont appris comme on l'a déjà fait comme on l'a déjà vu au début de la pièce. Le discours de Perdican paraît plus fort grâce à ses belles phrases mais il manque de sincérité. Il oppose à la tristesse du couvent un amour passionné idéalisé. Pourtant, même s'ils veulent tous les deux un amour vrai et simple, leurs mots et leurs idées les éloignent au lieu de les rapprocher. Mais en quelque sorte, c'est un débat qui les rapproche d'un autre côté.